1984, écrit par George Orwell en 1948, lu par Équilivre, livre audio. Première partie. Chapitre 5, suite. Les prolétaires ne sont pas des êtres humains, dit-il négligemment. Vers 2050, plus tôt probablement, toute connaissance de l'ancienne langue aura disparu. Toute la littérature du passé aura été détruite. Chaucer, Shakespeare, Milton, Byron n'existeront plus qu'en version novlangue. Ils ne seront pas changés simplement en quelque chose de différent. Ils seront changés en quelque chose qui sera le contraire de ce qu'ils étaient jusque-là. Même la littérature du parti changera, même les slogans changeront. Comment pourrait-il y avoir une devise comme « la liberté, c'est l'esclavage » alors que le concept même de la liberté aura été aboli? Le climat total de la pensée sera autre. En fait, il n'y aura pas de pensée telle que nous la comprenons maintenant. Orthodoxie signifie non-pensant, qui n'a pas besoin de penser. L'orthodoxie, c'est l'inconscience. Un de ces jours, pensa soudain Winston avec une conviction certaine, Sim sera vaporisé. Il est trop intelligent. Il voit trop clairement et parle trop franchement. Le parti n'aime pas ces individus-là. Un jour, il disparaîtra. C'est écrit sur son visage. Winston avait fini son pain et son fromage. Il se tourna un peu de côté sur sa chaise pour boire son café. À la table qui se trouvait à sa gauche, l'homme à la voix stridente continuait impitoyablement à parler. Une jeune femme, qui était peut-être sa secrétaire et qui tournait le dos à Winston, l'écoutait et semblait approuver avec ardeur tout ce qu'il disait. De temps en temps, Winston saisissait quelques remarques, comme « Je pense que vous avez raison à un tel point »,« Si vous saviez comme je vous approuve », émise d'une voix féminine jeune et plutôt sotte. Mais l'autre ne s'arrêtait jamais, même quand la fille parlait. Winston connaissait l'homme de vue. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il occupait un poste important, au commissariat au roman. Ses lunettes réfractaient la lumière et présentaient, à la place des yeux, 2 disques vides. Ce qui était légèrement horrible, c'est qu'il était presque impossible de distinguer un seul mot du flot de paroles qui se déversait de sa bouche. Une fois seulement, Winston perçut une phrase, complète et finale élimination de Goldstein, lancée brusquement, avec volubilité et d'un bloc, semblait-il, comme une ligne de caractères typographiques composée pleine. Le reste n'était qu'un bruit, qu'un caquetage. Pourtant, bien qu'on ne pût entendre, on ne pouvait avoir aucun doute sur la nature générale de ce que disait l'homme. Peut-être dénonçait-il Goldstein, et demandait-il des mesures plus sévères contre les criminels par la pensée et les saboteurs. Peut-être fulminait-il contre les atrocités de l'armée eurasienne. Peut-être encore glorifiait-il Big Brother et les héros du front de Malabar. Peu importait. Quel que fût le sujet de sa conversation, on pouvait être sûr que tous les mots en étaient d'une pure orthodoxie, d'un pur Angsoc. Tandis qu'il regardait le visage sans yeux dont la mâchoire manœuvrait rapidement dans le sens vertical, Winston avait l'étrange impression que cet homme n'était pas un être humain réel, mais quelque chose comme un mannequin articulé. Ce n'était pas le cerveau de l'homme qui s'exprimait, c'était son larynx. La substance qui sortait de lui était faite de mots, mais ce n'était pas du langage dans le vrai sens du terme, c'était un bruit émis en état d'inconscience, comme le caquetage d'un canard. Sim, depuis un moment, était silencieux et traçait des dessins avec le manche de sa cuillère dans la flaque de ragoût. La voix, à l'autre table, continuait son caquetage volubile, aisément audible en dépit du vacarme environnant. « Il y a un mot en novlangue, dit Sim. Je ne sais si vous le connaissez. Canelangue, caquetage du canard. C'est un de ces mots intéressants qui ont 2 sens opposés. Appliqué à un adversaire, c'est une insulte. Adressé à quelqu'un avec qui l'on est d'accord, c'est un éloge. Indubitablement, Sim sera vaporisé, pensa de nouveau Winston. Il le pensa avec une sorte de tristesse, bien qu'il sût que Sim le méprisait et éprouvait pour lui une légère antipathie. Sim était parfaitement capable de le dénoncer comme criminel par la pensée, s'il voyait une raison quelconque de le faire.
Il y avait quelque chose qui clochait subtilement chez Sim. Quelque chose lui manquait. Il manquait de discrétion, de réserve, une sorte de stupidité restrictive. On ne pouvait dire qu'il ne fût pas orthodoxe. Il croyait au principe de Langsoc, il vénérait Big Brother, il se réjouissait des victoires, il détestait les hérétiques, et pas simplement avec sincérité, mais avec une sorte de zèle incessant, un savoir chaque jour révisé, dont n'approchaient pas les membres ordinaires du parti. Cependant, une équivoque et bizarre atmosphère s'attachait à lui. Il disait des choses qu'il aurait mieux valu taire. Il avait lu trop de livres, il fréquentait le café du Châtaignier, rendez-vous de peintres et de musiciens. Il n'y avait pas de loi, même pas de loi verbale qui défendît de fréquenter le café du Châtaignier. Cependant, y aller constituait en quelque sorte un mauvais présage. Les vieux meneurs, discrédités du parti, avaient l'habitude de se réunir là, avant qu'ils fussent finalement emportés par l'épuration. Goldstein lui-même, disait-on, avait parfois été vu là. Il y avait des dizaines d'années. Le sort de Sim n'était pas difficile à prévoir. C'était un fait pourtant que s'il soupçonnait ne fût-ce que 3 secondes la nature des opinions de Winston, il le dénoncerait instantanément à la police de la pensée. Ainsi d'ailleurs ferait n'importe qui, mais Sim plus sûrement que tout autre. Ce zèle cependant était insuffisant. La suprême orthodoxie était l'inconscience. Sim leva les yeux. Voilà Parson, dit-il. Quelque chose dans le son de sa voix sembla ajouter ce bougre d'imbécile. Parson, colocataire de Winston au bloc de la Victoire, se faufilait en effet à travers la salle. C'était un gros homme de taille moyenne, aux cheveux blonds et au visage de grenouille. À 35 ans, il prenait déjà de la graisse et montrait des rouleaux au cou et à la taille, mais ses gestes étaient vifs et puérils. Toute son apparence rappelait celle d'un petit garçon trop poussé, si bien qu'en dépit de la combinaison réglementaire qu'il portait, il était presque impossible de l'imaginer autrement que vêtu du short bleu, de la chemise grise et du foulard rouge des espions. Lorsqu'on l'évoquait, on se représentait toujours des genoux à fossettes et des manches roulées sur des avant-bras dodus. Parson, en fait, revenait invariablement au short chaque fois qu'une sortie collective ou une autre activité physique lui en fournissait le prétexte. Il les salua tous les deux d'un joyeux « Hola » et s'assit à leur table. Il dégageait une forte odeur de sueur. Des gouttes recouvraient tout son visage rosé. Son pouvoir de transpiration était extraordinaire. Au centre communautaire, on pouvait toujours, par l'humidité du manche de la raquette, savoir s'il avait joué au ping-pong. Sim avait sorti une bande de papier sur laquelle il y avait une longue colonne de mots, et il l'étudiait, un crayon à encre à la main. « Regardez-le travailler à l'heure du déjeuner, dit Parson en poussant Winston du coude. C'est du zèle, hein? Qu'est-ce que vous avez là, vieux frère? Quelque chose un peu trop savant pour moi, je suppose. Smith, mon vieux, je vais vous dire pourquoi je vous poursuis. C'est à cause de cette cotisation que vous avez oublié de me payer. Quelle cotisation demanda Winston en se tâtant les poches automatiquement pour trouver de la monnaie. Un quart environ du salaire de chaque individu était réservé aux souscriptions volontaires, lesquelles étaient si nombreuses qu'il était difficile d'en tenir une comptabilité. Pour la semaine de la haine, on collecte maison par maison, vous savez ce que c'est. Je suis le trésorier de notre immeuble. Nous faisons un effort prodigieux. Nous allons pouvoir en mettre plein la vue. Ce ne sera pas ma faute, je vous le dis, si ce vieux bloc de la Victoire n'a pas le plus bel assortiment de drapeaux de toute la rue. C'est 2 $ que vous m'avez promis. Winston trouva 2 $ graisseux et sales qu'il tendit à Parson. Celui-ci, de l'écriture nette des illettrés, nota le montant de la somme sur un petit carnet. « À propos, vieux, dit-il, on m'a raconté que mon petit coquin de garçon a lâché sur vous hier un coup de son lance-pierre. Je lui ai pas mal lavé la tête. En fait, je lui ai dit que je lui enlèverais son engin s'il recommençait. Je crois qu'il était un peu bouleversé de ne pas aller à l'exécution, dit Winston. Ah oui, je veux dire qu'il montre un bon esprit, n'est-ce pas? Des petits galopins bien turbulents, tous les deux. Mais vous parlez d'une ardeur. Il ne pense qu'aux espions. À la guerre aussi, naturellement. Savez-vous ce qu'a fait mon numéro de petite fille samedi dernier, quand elle était avec sa troupe sur la route de Buckhamstead? Elle et 2 autres petites filles se sont échappées pendant la marche. Elles ont passé tout l'après-midi, figurez-vous, à suivre un type.
Pendant 2 heures, elles n'ont pas quitté ses talons, droit dans le bois, et quand elles sont arrivées à Amersham, elles l'ont fait prendre par une patrouille. Pourquoi ont-elles fait cela demanda Winston un peu abasourdi. Personne continua sur un ton triomphant. La gosse était convaincue qu'il était une sorte d'agent de l'ennemi. Il avait pu être parachuté, par exemple. Mais là est le point, mon vieux. Qu'est-ce que vous croyez qui a en premier lieu éveillé ses soupçons? Elle avait remarqué qu'il portait de drôles de chaussures. Elle dit qu'elle n'avait jamais vu personne porter des chaussures pareilles. Il y avait donc des chances pour qu'il soit un étranger. Assez fort, pas? Pour une gamine de 7 ans. Qu'est-ce qui est arrivé à l'homme demanda Winston. Ça, je ne pourrais pas vous le dire, naturellement. Mais je ne serais pas du tout surpris si... Ici, Parson fait le geste d'épauler un fusil et fit claquer sa langue pour imiter la détonation. Bien, dit Sim, distraitement, sans lever les yeux de sa bande de papier. Naturellement, nous devons nous méfier de tout, convint Winston. Ce que je veux dire, c'est que nous sommes en guerre, dit Parson. Comme pour confirmer ces mots, un appel de clairon fut lancé du télécran, juste au-dessus de leur tête. Cette fois pourtant, ce n'était pas la proclamation d'une victoire militaire, mais simplement une annonce du ministère de l'Abondance. « Camarades !» cria une jeune voix ardente. « Attention, camarades, nous avons une grande nouvelle pour vous. Nous avons gagné la bataille de la production. Les statistiques maintenant complètes du rendement dans tous les genres de produits de consommation montrent que le standard de vie s'est élevé de rien moins que 20% au-dessus du niveau de celui de l'année dernière. Il y a eu ce matin dans tout l'Océania d'irrésistibles manifestations spontanées de travailleurs qui sont sortis des usines et des bureaux et ont défilé avec des bannières dans la rue. Ils criaient leur gratitude à Big Brother pour la vie nouvelle et heureuse que sa sage décision nous a procurée. Voici quelques-uns des chiffres obtenus. Denrées alimentaires. La phrase « Notre vie nouvelle et heureuse » revint plusieurs fois. C'était depuis peu une phrase favorite du ministère de l'Abondance. Parson, son attention éveillée par l'appel du clairon, écoutait bouche bée avec une sorte de solennité, de pieux ennui. Il ne pouvait suivre les chiffres, mais il n'ignorait pas qu'ils étaient une cause de satisfaction. Il avait sorti une pipe énorme et sale, déjà bourrée à moitié de tabac noirci. Avec la ration de 100 grammes par semaine de tabac, il était rarement possible de remplir une pipe jusqu'au bord. Winston fumait une cigarette de la Victoire qu'il tenait soigneusement horizontale. La nouvelle ration ne serait pas distribuée avant le lendemain, et il ne lui restait que 4 cigarettes. Il avait pour l'instant fermé ses oreilles au bruit de la salle et écouté les balivernes qui ruisselaient du télécran. Il apparaissait qu'il y avait même eu des manifestations pour remercier Big Brother d'avoir augmenté jusqu'à 20 grammes par semaine la ration de chocolat. Et ce n'est qu'hier, réfléchit-il, qu'on a annoncé que la ration allait être réduite à 20 grammes par semaine. Est-il possible que les gens avalent cela après 24 heures seulement ? Oui, il l'avalait. Personne l'avalait facilement, avec une stupidité animale. La créature sans yeux de l'autre table l'avalait passionnément, fanatiquement, avec un furieux désir de traquer, de dénoncer et de vaporiser quiconque s'aviserait de suggérer que la ration était de 30 grammes. Il n'y avait de cela qu'une semaine. Sim, lui aussi, avalait cela, par des cheminements toutefois plus complexes, qui impliquaient la double pensée. Winston était-il donc le seul à posséder une mémoire ?